Nous prenons de plus en plus conscience de l'empreinte des activités humaines sur les grands équilibres de la planète et des graves menaces environnementales qui pèsent sur notre avenir. Face à ces urgences, les nanotechnologies apportent l'espoir de solutions radicalement nouvelles. Des cristaux nanométriques qui devraient permettre aux capteurs solaires d'occuper une place centrale dans notre production d'énergie. La réduction des émissions polluantes qui empoisonnent l'air de nos villes par l'ajout de quelques molécules à nos carburants. La conception de nanoparticules capables d'éliminer simplement les dangereux polluants qui contaminent nos réserves d'eau potable ou de restaurer les sols de sites dégradés par les conséquences de l'industrialisation massive du siècle dernier. Grâce à la maîtrise des étranges propriétés qui s'expriment à l'échelle nanométrique, les nanotechnologies nous promettent un monde plus vert et plus durable. Oui, je pense que mes enfants vivront une vie meilleure grâce aux nanotechnologies que nous développons parce qu'elles permettent de régler des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. Mais les erreurs du passé nous ont aussi appris à nous méfier des risques liés aux conséquences imprévues de découvertes technologiques révolutionnaires. Ce qui est nouveau, c'est la construction délibérée de ces minuscules particules pour leur conférer des propriétés démultipliées, voire radicalement nouvelles, et les incertitudes que cela comporte en termes de risques potentiels pour l'environnement et la santé. Pouvons-nous être absolument sûrs qu'aucune de ces nanoparticules miraculeuses ne deviendra jamais un problème pour les prochaines générations ? Il y a presque 30 ans, l'invention de nouveaux microscopes a ouvert aux chercheurs les portes d'une dimension encore inexplorée, la dimension nano, celle du milliardième de mètre, le monde invisible des atomes et des molécules. À cette échelle, la matière manifeste des propriétés surprenantes. Pouvoir les exploiter promettait une nouvelle révolution, celle des nanotechnologies. Une avancée radicale qui allait repousser les limites de pratiquement toutes nos technologies actuelles. Aujourd'hui, l'avant-garde des produits issus de ces recherches émerge des laboratoires et fait son entrée dans nos vies. Mais la révolution annoncée tient-elle ses promesses ? Les bouleversements climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre et la fin annoncée des ressources pétrolières nous impose de développer d'urgence des moyens durables de produire l'énergie que nous consommons en quantité toujours plus grande. Le soleil est sans doute la ressource la plus prometteuse. La quantité d'énergie qui atteint la Terre en 1 heure pourrait suffire à couvrir nos besoins pour une année entière, si nous étions capables de capter toute cette énergie et de la transformer en électricité. Les panneaux photovoltaïques à base de silicium ont fait d'énormes progrès au cours des dernières années. Mais ils ne parviennent toujours pas à atteindre un rapport coût-efficacité qui leur permettrait de concurrencer réellement les autres moyens de production d'énergie. Le professeur Ted Sargent de l'Université de Toronto est convaincu que les nanotechnologies vont nous permettre de franchir ce pas déterminant. Si on considère la façon dont nous produisons aujourd'hui notre énergie, la part du solaire est incroyablement réduite. Pourtant, nous savons convertir les rayonnements solaires en électricité. Mais nous n'avons pas encore trouvé la technologie qui nous permettrait de le faire de manière rentable. Mon groupe de recherche travaille à l'utilisation de nanoparticules, de nanotechnologies, pour produire des capteurs solaires à la fois plus efficaces et moins chers. Regardez la distance entre 2 lignes de votre doigt. Les cristaux semi-conducteurs que développe le professeur Sargent sont 80 000 fois plus petits. Et par un effet quantique qui ne se manifeste qu'à cette échelle, ils se comportent chacun comme de minuscules capteurs qui transforment l'énergie lumineuse en électricité. Et s'ils sont si prometteurs, c'est que leur mode de fabrication est très simple et peu onéreux. En mélangeant du plomb et du soufre dans des proportions et des conditions très précises, ils sont instantanément synthétisés par une réaction chimique.
Chacune de ces réactions produit de vastes quantités de nanoparticules. Des millions, voire des milliards de nanocristaux prêts à être appliqués sur un support pour produire des panneaux solaires d'un type nouveau. C'est l'autre avantage de leur taille minuscule. En suspension dans un solvant, on peut les déposer comme une peinture, en fines couches, sur n'importe quel support solide ou flexible équipé du circuit nécessaire au transport de l'électricité. Il y a deux aspects de cette nouvelle technologie solaire qui sont très prometteurs. Le premier, c'est son rapport coût-performance. L'autre, c'est que pouvoir disposer de capteurs solaires flexibles, voire applicables en peinture, ouvre des perspectives incroyables. Les possibilités offertes par la production de capteurs à haut rendement, à la fois souples et bon marché, sont juste illimitées. Pour parvenir à franchir les dernières étapes qui rendront ce rêve réalisable, Ted Sargent a convaincu un allié influent. Nous sommes ici en Arabie Saoudite. Ce pays est le plus gros exportateur de pétrole du monde. Mais si l'on considère la quantité de soleil qui bombarde chaque jour son désert, le potentiel que cela représente en termes d'énergie solaire est tout simplement gigantesque. Et pour anticiper la raréfaction de la manne pétrolière, le roi Abdallah a décidé d'investir massivement dans le développement technologique. Il fait édifier à un rythme forcené une oasis intellectuelle parmi les dunes, l'université King Abdullah des sciences et technologies, ou KAUST. Le coût de cette vision ? 12 milliards de dollars. Et parmi les projets que cette université bien dotée a choisi de soutenir, celui de Ted Sargent figure en bonne place. Le solaire est très important pour nous. L'objectif que nous a fixé le président de l'université est que l'Arabie saoudite exporte à l'avenir la même quantité d'énergie solaire que celle qu'elle exporte aujourd'hui en énergie fossile. Donc je ne sais pas jusqu'à quel point c'est réalisable, mais c'est sans aucun doute un défi très ambitieux. Ambitieux, certes, mais pas hors de portée selon Ted Sargent, car pour lui, toutes les barrières théoriques ont déjà été surmontées. Je pense que la situation est pratiquement la même que dans les années 50, lorsque des gens ont commencé à se demander s'il était possible d'envoyer un homme sur la Lune. Et qu'il est devenu évident qu'il n'y avait aucun obstacle théorique, qu'aucune loi de la physique n'interdisait d'y parvenir. C'est donc devenu un défi technologique. Un défi associé de surcroît à la possibilité de retombées financières mirobolantes. Aujourd'hui, le marché de l'énergie représente 9 000 milliards de dollars. Je ne vois aucun autre secteur économique de cette importance. Et c'est quelque chose qu'on ne remarque presque plus, tellement c'est en permanence autour de nous. Ted Sargent est ici pour présenter un autre avantage déterminant de ces nanocristaux sur les technologies actuelles. Ils permettent de capter l'énergie de l'ensemble du spectre lumineux. La moitié de l'énergie solaire se trouve dans les fréquences infrarouges et l'autre moitié dans le spectre visible. Mes recherches reposent sur l'idée que pour produire des capteurs solaires efficaces, il faut pouvoir convertir l'énergie de tout le spectre lumineux. Et pour y parvenir, il utilise une propriété typique des particules de dimension nanométrique. Selon leur taille et leur forme, elles réagissent à différentes parties du spectre lumineux. Un des phénomènes qui est au cœur des nanotechnologies, c'est notre capacité à ajuster les propriétés de la matière grâce à ce qu'on appelle l'effet dimensionnel quantique. De la même façon qu'en changeant la longueur d'une corde de guitare, on change sa tonalité, lorsque nous modifions les dimensions de nos particules, nous changeons les fréquences lumineuses qu'elles vont absorber. Et donc, dans mon laboratoire, lorsque nous synthétisons 3 lots différents de nanoparticules, nous pouvons faire en sorte que chacun réagisse à une tranche différente du spectre lumineux. Nous pouvons donc produire des particules optimisées pour capter la lumière visible et d'autres pour les fréquences de l'infrarouge, et ensuite les empiler les unes sur les autres. Et selon Ted Sargent, cette approche radicalement nouvelle pourrait nous permettre de donner enfin à l'énergie solaire sa juste place. Je pense qu'on devrait voir apparaître des produits issus de ces procédés dans les 5 années qui viennent et qu'ils pourraient commencer à avoir un impact significatif dans notre production d'énergie dans le courant de la prochaine décennie.
Car en plus de leur efficacité et de leur coût, ces capteurs souples devraient être bien plus simples à installer que les panneaux d'aujourd'hui. Un des plus grands avantages de cette nouvelle technologie est qu'elle va permettre d'installer des capteurs solaires absolument partout. Comme ils seront bon marché, on n'hésitera pas à les déployer sur toute la surface des toits des bâtiments. En fait, si leur coût est suffisamment bas et qu'il y a un peu d'énergie à récupérer sur les côtés des immeubles, on pourrait aussi en mettre là. Donc on devrait pouvoir multiplier par 2 ou 3 la quantité d'électricité générée de cette manière. Et Ted Sargent voit même bien au-delà de la simple couverture de nos bâtiments. Imaginez qu'on puisse dérouler de gigantesques tapis solaires, couvrir de vastes étendues de terre inutilisées de tissus solaires que l'on pourrait déployer très facilement et qui, pour un coût abordable, auraient un rendement très efficace. Des visions comme celle-ci matérialisent un des plus grands espoirs suscités par les nanotechnologies. Nous donner les moyens de sortir de l'impasse énergétique dans laquelle nous sommes. Mais la question de l'usage qui sera fait de ces moyens reste posée et peut donner lieu à toutes sortes de projections alternatives. Au cours de mon existence, j'ai vu des changements que je n'aurais jamais pu imaginer. L'électricité, par exemple. Pour mon petit-fils, la question ne se pose même pas. Elle vient des ballons. J'ai beau lui dire qu'il n'en a pas toujours été ainsi, il a du mal à le croire. À croire au charbon, au pétrole, ou même à la grande pénurie qui a suivi quand on bricolait des petits panneaux solaires d'appoint à la maison. Je me sers toujours du mien. Il est rudimentaire, mais il ne m'a jamais fait faux bond. Il n'a pas connu non plus l'âge d'or des panneaux souples et des peintures. C'était extraordinaire. Soudain, chacun produisait librement toute l'électricité dont il avait besoin. C'était beau, mais ça n'a pas duré. Dans les villes, la surface a très vite manqué. Alors, on a inventé les ballons. C'est Sam qui a été le premier du quartier à s'équiper. Et il faut toujours qu'il soit le premier partout, celui-là. Au début, ça a semblé une excellente idée. Mais très vite, les problèmes ont commencé. Sam, c'est ton maudit ballon! Il fait de l'ombre à mes capteurs! Je n'ai plus d'eau chaude! Hé, la lumière du soleil est à tout le monde. Qui t'empêche d'acheter un ballon? Hé! Oh, c'est du vol d'énergie! Hé, j'y suis pour rien. C'est le progrès, ne sois pas rétrograde. Non mais tu vas voir ce que j'en fais de ton progrès! Ça se fait toi, qu'est-ce que voleur tu... de soleil! Non mais, hé, arrête! Non mais... Oh. Le ballon de Sam n'était que le début. Depuis, les incidents se sont multipliés. Et certains ont vite vu les bénéfices qu'ils pouvaient tirer de la situation. Les grands ballons collecteurs sont apparus. Aujourd'hui, ils nous volent notre soleil et nous revendent l'électricité. L'autre grand problème auquel des régions entières de la planète pourraient avoir à faire face dans l'avenir, c'est l'accès à l'eau potable. Les réserves d'eau douce ne sont pas infinies, et elles sont en partie contaminées par différents polluants. Au cœur des montagnes du centre du Mexique, les habitants de la ville de Guanajuato sont déjà depuis de nombreuses années confrontés à ce problème. Nous sommes en danger. Nous sommes en danger parce que nous avons besoin d'eau et que la seule source dont nous disposons est polluée à l'arsenic. Rafael Zarate porte une lourde responsabilité. Il est directeur de la station de pompage et d'épuration des eaux de la ville. Je suis né ici.
Et aujourd'hui, mon travail est de m'assurer que dans chaque maison, on puisse disposer d'eau chaque fois qu'on en a besoin. À Guanajuato, tout le monde sait à quel point l'eau est précieuse pour la survie de la ville. Et si besoin, des initiatives comme celle-ci le rappellent régulièrement aux habitants. Aujourd'hui, en offrant ces seaux, Zarate leur demande de récupérer l'eau qu'ils laissent s'écouler chaque matin pendant que leur douche chauffe. Lutter contre le gaspillage permet de préserver la ressource pour l'avenir. Mais aujourd'hui, le principal problème, c'est ce qu'il y a dans cette eau. Nos puits vont pomper l'eau à 700 mètres de profondeur. Et à cette profondeur, les concentrations d'arsenic sont vraiment très élevées. L'arsenic provoque un empoisonnement progressif qui entraîne des cancers mortels. Et pourtant, plus de 55 millions de personnes dans le monde sont contraintes de boire une eau naturellement contaminée par ce produit. La raison principale est qu'il est extrêmement difficile d'éliminer l'arsenic présent dans l'eau avec les méthodes actuelles. L'eau qui sort de notre station est très propre, mais nous ne parvenons pas à éliminer l'arsenic. Et les technologies qui existent aujourd'hui pour le faire sont bien trop chères pour nous. Mais il existe peut-être une solution au problème des habitants de Guanajuato. Le professeur Vicky Colvin est chimiste et elle étudie à l'université de Rice, au Texas, les propriétés des particules de dimension nanométrique. Elle est aujourd'hui venue au Mexique pour expérimenter un procédé radicalement nouveau et beaucoup plus accessible, qui pourrait permettre d'éliminer l'arsenic de l'eau des puits. Il est très difficile d'éliminer l'arsenic présent dans l'eau. Il faut faire appel à des technologies complexes et coûteuses qui sont inaccessibles à la plupart des gens qui vivent ici au Mexique, aux États-Unis aussi d'ailleurs. Donc il faut inventer d'autres moyens de s'en débarrasser et c'est là que les propriétés des nanomatériaux peuvent vraiment faire la différence. Le dispositif qu'ils viennent tester ici est très simple. Il s'agit d'une colonne de filtrage classique. Un tube rempli de différentes couches de matériaux destinés à retenir les polluants que l'on cherche à éliminer. Une couche de gravier, une couche de sable et une couche de l'ingrédient actif qui devrait capter l'arsenic présent dans l'eau, de l'oxyde de fer, autrement dit, de la rouille. Ce n'est pas tout à fait de la rouille, c'est de la magnétite. C'est une forme de rouille, un des membres de cette grande famille, mais elle a une propriété particulière. Elle crée des liens très forts avec l'arsenic. Elle se comporte comme une incroyable éponge à arsenic. En fait, ce qui rend la magnétite si particulière et lui donne cette propriété, c'est qu'elle se présente sous la forme de particules de dimension nanométrique. Les matériaux à l'échelle nanométrique ont une manière très particulière d'interagir avec ce qui les entoure. Leur comportement est très différent de celui d'objets un tout petit peu plus gros, et c'est ce qui fait toute leur valeur. Pourquoi cette différence? Parce que plus ces grains sont petits, plus un matériau présente une grande surface de contact. Pour une faible différence de taille, l'augmentation de surface est impressionnante. Or, c'est par les contacts de surface que se produisent les réactions chimiques. Un matériau composé de nanoparticules voit donc ses propriétés chimiques démultipliées à l'extrême. Un seul gramme de cette nanorouille présente une surface de contact de la taille de plusieurs terrains de football. Et c'est là que vient se coller l'arsenic. Donc avec très peu de ce matériau, on peut piéger des quantités énormes d'arsenic. Ce traitement devrait permettre d'éliminer la totalité de l'arsenic grâce à la gigantesque surface de contact du matériau. Et si ça fonctionne, cela veut dire qu'on aura besoin de très petites quantités pour purifier l'eau pendant des jours et des jours, peut-être des mois. Et c'est ce que nous cherchons, une solution économique et simple qui règle le problème. On espère filtrer 10 000 litres d'eau avec juste 7 livres de magnétite. Voilà, serre-le bien. Si cette colonne de test donnait des résultats à la hauteur des espérances, il serait donc facilement envisageable d'appliquer ce traitement à l'ensemble des eaux de la ville.
Une solution d'autant plus prometteuse que si ces nanoparticules ont nécessité de gros investissements pour leur mise au point, aujourd'hui, elles peuvent être produites avec des moyens simples et à partir d'ingrédients facilement accessibles. Les nanotechnologies font penser à quelque chose de très high-tech, qui se pratique uniquement dans des salles blanches de laboratoire. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Nous avons une connaissance si précise de la synthèse de ces matériaux que nous pouvons faire en sorte que les gens qui en ont besoin puissent vraiment les fabriquer sur place, à des coûts très bas. Ces matériaux-là peuvent être fabriqués dans une cuisine, si nécessaire. Pour tester son efficacité, le dispositif est installé à la source même de l'eau contaminée. On pompe directement l'eau polluée du puits dans notre colonne de filtrage. L'eau qui s'écoule de la colonne sera contrôlée en laboratoire. Et en cas de succès, le même type de principe pourrait être appliqué à d'autres polluants problématiques. L'arsenic est le premier polluant que nous testons. Mais la très forte réactivité chimique liée à l'énorme surface de contact des nanoparticules peut être utilisée pour éliminer les virus présents dans l'eau, le mercure et toutes sortes de contaminants dangereux pour la santé. Guanajuato se prépare pour une des plus grandes fêtes traditionnelles de l'année, le Festival des Fleurs. Mais pendant que la ville entière est dans les rues pour participer aux festivités, Jessie Farrell se met au travail. Le moment est venu de tester les échantillons recueillis à la sortie de la colonne pour voir si la nanorouille est parvenue à débarrasser l'eau de son arsenic. Pour ce test, l'arsenic contenu dans l'eau est transformé en gaz. Et ce gaz fait réagir les bandes test qui sont posées sur les fioles. Donc ces bandes vont changer de couleur en fonction de la concentration d'arsenic dans l'eau. Comment ça va? Oh, pas mal. J'arrive juste au bout du temps de réaction pour l'arsenic et j'en suis à vérifier les résultats. Parfait, parfait. Pour Vicky Colvin et Raphaël Zarate, c'est le moment de vérité. Les nanoparticules sont-elles parvenues à capter tout l'arsenic présent dans l'eau? Ça, c'est avant. Et maintenant, on va voir après. Oh, formidable. Il n'y a plus rien. Oui, c'est zéro. Donc pour le moment, l'eau qui sort de notre colonne ne contient plus du tout d'arsenic. Formidable. C'est juste une expérience, mais c'est vraiment un excellent résultat. Il ne reste plus qu'à voir sur la durée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la technologie que nous devons développer. La contribution de notre génération au monde sera de l'emmener à l'étape suivante. Et donc oui, je pense que mes enfants vivront une vie meilleure grâce aux nanotechnologies que nous développons, parce qu'elles permettent de régler des problèmes auxquels nous sommes tous confrontés. L'arsenic dans l'eau est un problème d'origine naturelle. Mais d'autres le sont moins. Nous sommes ici à Édimbourg, en Écosse, par une belle journée de printemps. Un tableau idyllique, et pourtant, une menace invisible plane dans l'air. Nous nous sommes habitués à ce que l'air de nos cités soit pollué par les gaz d'échappement de nos voitures. Mais les scientifiques savent aujourd'hui que cet air contient une quantité de nanoparticules et que certaines peuvent être très dangereuses. Qu'est-ce qu'elle faisait quand elle a ressenti ces douleurs dans la poitrine? C'est une bonne question. En fait, elle était au volant de sa voiture dans des embouteillages quand les douleurs à la poitrine ont commencé. Le docteur David Newby est chirurgien en cardiologie. Et lorsqu'il se rend chaque jour à l'infirmerie royale, il évite soigneusement les rues où la circulation est trop dense. On voit beaucoup de patients arriver aux urgences de cardiologie victimes de graves crises cardiaques, des crises qui peuvent être mortelles. Et lorsqu'on cherche à savoir ce qu'ils faisaient dans les heures qui ont précédé la crise, on se rend compte qu'un fort pourcentage d'entre eux se trouvait dans les encombrements. Et cette association entre crise cardiaque et embouteillage ne doit rien à l'énervement des conducteurs. Le danger pourrait, selon le docteur Newby, venir des nanoparticules en suspension dans les gaz d'échappement du diesel. Pour vérifier cette théorie,
il a initié une expérience de terrain très simple. Je suis le docteur Barris, un des chercheurs impliqués dans cette étude. Avant d'aller faire un tour ensemble, il faut que je vous équipe. Un électrocardiogramme et une mesure de la pression artérielle. Ça va? Ouais, ça va, ça fait un peu Frankenstein avec tous ces trucs. Vous n'êtes pas le premier à dire ça. Une fois équipés, ils partent traquer dans les rues encombrées les volutes invisibles de nanoparticules. L'idée est de mesurer les réactions physiologiques du sujet lorsqu'il respire ces particules. Je pense qu'au passage de ce bus, on devrait avoir des chiffres intéressants. On est à 30 000 à peu près en ce moment. Vous voyez, c'est monté jusque-là. Ça fait à peu près 48 000. Est-ce que ça va? Oui, ça va. L'étude est encore en cours, mais les résultats obtenus tendent à corroborer l'intuition du docteur Newby. Nous savons maintenant que les gaz d'échappement des moteurs diesel contiennent de minuscules particules, des nanoparticules qui sont créées au moment de la combustion. Quand des gens respirent ces nanoparticules en suspension dans l'air, elles peuvent avoir un effet sur les poumons, provoquer une inflammation des poumons qui va entraîner une cascade de réactions qui peuvent affecter le cœur et déclencher une crise cardiaque. Et si dans les embouteillages, vous croyez vous mettre à l'abri de ces nanoparticules en fermant soigneusement les fenêtres de votre voiture, vous allez être surpris. À l'intérieur d'une voiture, les niveaux de pollution sont bien plus élevés qu'à l'extérieur. Ils sont 4 à 5 fois plus élevés à l'intérieur. Donc il y a 4 à 5 fois plus de nanoparticules. C'est l'accès à la dimension nanométrique qui a permis d'identifier le danger que représentent ces particules que nous produisons déjà depuis longtemps. Et c'est peut-être la maîtrise des réactions qui se produisent à cette échelle qui va permettre de résoudre ce problème. Peter Dobson est professeur à l'université d'Oxford. C'est un chercheur en nanotechnologie de renommée mondiale. Et la solution qu'il propose repose sur l'utilisation de nanoparticules d'oxyde de cérium comme additif au carburant des moteurs diesel. En effet, les nanoparticules dangereuses présentes dans les gaz d'échappement du diesel sont les résidus d'une combustion incomplète à l'intérieur des cylindres des moteurs. Et l'oxyde de cérium est un catalyseur qui permet au carburant de brûler un peu plus efficacement. Mais sous forme de nanoparticules, sa réactivité est telle qu'il entraîne une combustion qui ne laisse aucun résidu. Si on transforme de gros morceaux d'oxyde de cérium en une quantité de toutes petites nanoparticules, on obtient une surface d'échange gigantesque. Et c'est cette surface qui provoque la catalyse et rend donc ce matériau si efficace comme additif au diesel. Pour le professeur Dobson, l'utilisation de ces nanoparticules d'oxyde de cérium devrait permettre d'assainir l'air des cités du monde entier. Et dans ce dépôt de bus des environs d'Oxford, cette promesse est déjà mise à l'épreuve. Dans le carburant diesel de ce bus, il y a des nanoparticules d'oxyde de cérium en suspension. Et cette idée est née d'une rencontre dans un pub entre quelqu'un qui pensait utiliser l'oxyde de cérium pour améliorer les moteurs diesel et un de mes anciens étudiants. Et là encore, la mise en pratique de cette solution est d'une simplicité qui pourrait permettre sa diffusion très rapide. Ce bidon contient des centaines de milliards de nanoparticules d'oxyde de cérium. Et il suffit de le raccorder directement aux citernes auxquelles se réapprovisionnent les véhicules. Et l'expérience est pour le moment très concluante. Des émissions propres, plus aucune suie projetée par les pots d'échappement. Et nous pensons que c'est un moyen radical d'améliorer tous les moteurs à combustion interne et peut-être même d'autres types de combustion. Décontaminer l'eau, réduire nos rejets nocifs dans l'air, les possibilités offertes par l'extraordinaire réactivité chimique des nanoparticules sont impressionnantes. Elles sont même déjà utilisées pour réparer les conséquences de certaines erreurs associées à l'essor industriel du siècle dernier.
Le professeur Dennis O'Carroll est ici avec ses étudiants pour tenter de débarrasser le sous-sol de cet ancien site industriel de produits dont on sait aujourd'hui qu'ils représentent une grave menace pour l'environnement. De l'autre côté de ce bâtiment, il y avait un parking où ils nettoyaient les camions et les outils au trichloréthylène, un solvant couramment utilisé pour dégraisser. Il y a 20 ou 30 ans, quand on voulait se débarrasser d'huile ou de produits de ce type, on les vidait juste par terre ou dans l'égout, et ils disparaissaient dans le sous-sol. On n'avait pas encore compris que ces produits allaient rester là pendant très longtemps et qu'ils étaient extrêmement toxiques. Dans ce baril, le professeur O'Carroll prépare la synthèse d'une énorme quantité de nanoparticules qu'il compte utiliser pour neutraliser les polluants présents dans le sous-sol de ce site. Ça tourne depuis environ 3h30. Tant que l'eau est agitée, ça ne peut pas geler. On attend que le mélange vire à l'orange et alors il sera prêt à être dissous. Il s'agit d'une procédure précise et exigeante que le froid de l'hiver canadien rend plus délicate encore. Mais retarder l'opération n'aurait fait que compliquer la tâche. Les conditions compliquent singulièrement notre tâche, avec les câbles qui gèlent, les compresseurs qui refusent de démarrer. Mais bon, la contamination se déplace dans cette direction, par ici. Donc plus on attendra, par exemple si on attend 6 mois, ça sera déjà beaucoup plus bas. Donc on préfère y aller le plus vite possible. Et la température n'est pas leur seul sujet de préoccupation. La réaction qui permet de synthétiser ces nanoparticules génère un dangereux produit secondaire, de l'hydrogène. Donc tant que nous ne l'aurons pas mis dans ce récipient qui est parfaitement confiné, il faut être très prudent. C'est pourquoi nous devons rester à distance. C'est le moment crucial. Nous allons injecter le dernier produit dans le récipient de synthèse. Et ça va virer au noir. Et si ça ne virait pas au noir, vous verriez rapidement quelques visages soucieux par ici. À l'heure dite, et sans explosion spectaculaire, des millions de nanoparticules sont créées en quelques secondes. Voilà, ce n'est plus jaunâtre ou orangé, ce sont des nanoparticules maintenant. 400 ou 420 millions en combien de secondes? 8 secondes. C'est fou, hein? Ces nanoparticules sont maintenant prêtes à être injectées dans le sol. Ok, on envoie les particules dans ce conduit et maintenant je surveille de près le niveau de l'eau. Parce qu'on voudrait pas que ça remonte et que ça déborde par la tête de puits ici. Ça va passer là-dedans et se diriger vers ce puits-là en bas. Je reste ici juste au cas où ça remonterait comme un geyser. Une fois dans le sol, ces particules provoquent une réaction qui va neutraliser le trichloréthylène en privant chaque molécule d'un de ses atomes de chlore. On espère que les particules vont infuser sur toute la zone et attaquer la pollution sur l'ensemble du terrain. Nous injectons aujourd'hui ces nanominéraux pour 2 raisons. La première, pour attaquer la contamination sur cette zone, à sa source, mais par la suite, il va rester une partie de ces nanoparticules dans le sol. Et l'eau contaminée qui va couler à cet endroit va rencontrer ces particules et sera donc dépolluée. Donc, en aval de cette zone, l'eau sera propre au point qu'on pourrait la boire. On estime à près de 400 000 le nombre de sites contaminés de ce type en Amérique du Nord. En fait, il y en a un peu partout. Et jusqu'à présent, les opérations de dépollution nécessitaient des moyens et des investissements trop importants pour qu'elles soient envisageables dans la plupart des cas. L'utilisation des propriétés des nanoparticules et des approches issues des nanotechnologies pourrait totalement changer cette situation. Ça devrait virer au noir dans les 40 minutes, je dirais. Ça veut dire qu'on a une bonne diffusion sur l'ensemble du site à dépolluer. Pour le professeur O'Carroll, c'est la solution d'avenir pour les sites comme celui-ci. Nous pensons que ce type de technologie va être rapidement adopté un peu partout parce qu'elle permet d'intervenir à la source même de la pollution. Les autres techniques imposent de retourner la terre sur l'ensemble du site, ce qui est très coûteux. Et puis, il faut savoir quoi faire de toute cette terre contaminée. Alors que là, nous avons une technique qui permet l'injection directe, là où la réaction doit s'opérer.
On n'a pas à chambouler toute la zone. La réactivité exceptionnelle des nanoparticules est un atout qui va permettre de développer des moyens plus accessibles et efficaces de préserver ou de restaurer notre environnement. Mais pour la plupart d'entre nous, leur pouvoir reste mystérieux et bien souvent source d'inquiétude. Aujourd'hui, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles en ont l'air. Ce jardin, par exemple. Je vais jouer. À tout à l'heure. J'habite juste à côté. Et j'y viens presque tous les jours quand mon petit-fils est avec moi. Il adore. Il pourrait y passer ses journées. Mais quand j'ai acheté mon appartement, c'était une gigantesque casse. Et encore avant, une usine, je crois. C'est d'ailleurs l'unique raison qui m'a permis d'acheter ici. Les gens ne se bousculent pas pour habiter près de ce genre d'endroit. Mais j'ai eu de la chance. Peu de temps après mon arrivée, ce site a été choisi pour faire partie d'un programme de dépollution. L'accès est resté interdit pendant un bon moment. Personne ne comprenait exactement ce qu'il faisait là-dedans. Je dois dire que le résultat a été spectaculaire. Un vrai coup de baguette magique. C'était formidable de voir les enfants jouer dans cet endroit quand on avait vu ce qu'il était peu de temps auparavant. Et puis, le mois dernier, ils ont de nouveau fermé le jardin plusieurs jours. Et des fonctionnaires sont revenus faire des prélèvements. C'est à ce moment que les anti-nanos ont commencé leur action. Leur tract était franchement effrayant. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Et puis, je me suis mis à douter. Et s'il y avait du vrai là-dedans? Aujourd'hui, c'est bête, mais je ne suis plus aussi tranquille quand je vois Alan courir dans le jardin. En tant que spécialiste des risques environnementaux de l'Université de Westminster, le docteur Richard Owen suit depuis le début le développement des produits des nanotechnologies et les questions qu'ils soulèvent. On commence à mieux comprendre comment les nanoparticules interagissent avec l'environnement. Mais leur comportement est très complexe. Il est essentiel de reconnaître que nul n'est infaillible et que parfois nos technologies peuvent mal tourner. Ce n'est pas une obligation si nous les développons de manière responsable. C'est le défi auquel nous sommes confrontés avec ce qui est sans doute la technologie la plus prometteuse du XXIe siècle. La principale question que les gens se posent, c'est: est-ce que ces technologies sont inoffensives? Elles sont très prometteuses. Mais ne vont-elles pas être source de nouveaux problèmes pour l'avenir, comme l'amiante, par exemple? L'exemple de l'amiante et de la découverte tardive de ses conséquences dramatiques est dans tous les esprits. Ken Donaldson est toxicologue à l'Université d'Édimbourg. C'est un spécialiste des particules. Et il a longuement étudié un de ces nouveaux nanomatériaux miraculeux, les nanotubes de carbone. Justement à cause de leur ressemblance avec les fibres d'amiante. Nous nous sommes intéressés aux nanotubes de carbone parce qu'ils sont longs et fins comme l'amiante. L'amiante se présente sous forme de fibres très fines qui peuvent être en suspension dans l'air et qui, lorsqu'on les respire, causent des dommages aux poumons. Or, les nanotubes de carbone sont aussi des structures longues et fines que l'on peut respirer. Or, une fois dans les poumons, on sait aujourd'hui les terribles conséquences que peuvent entraîner les longues fibres de l'amiante. Une fois dans les poumons, les fibres d'amiante ne peuvent pas ressortir. Elles se coincent et déclenchent des inflammations et ensuite un cancer qu'on appelle mésothéliome. C'est une forme particulièrement mortelle de cancer. L'issue est toujours fatale et entre le diagnostic et le décès, il s'écoule en général 1 an. Cependant, pour lui, le simple fait d'être alerté sur la structure similaire des nanotubes de carbone devrait permettre d'éviter des conséquences du même ordre. La question des risques est au tout premier plan des préoccupations des gouvernements et des législateurs.
Donc je pense qu'il est très improbable que l'exposition aux nanoparticules provoque une épidémie comme celle causée par l'amiante. Mais si la vigilance peut permettre d'écarter les risques directs pour nos organismes, la question de l'impact des nanoparticules sur l'environnement est bien plus complexe à trancher. C'est ce qui préoccupe le professeur Mark Wessner de l'université de Duke. Un prix Nobel a été attribué pour le développement du DDT, parce qu'il allait permettre de faire disparaître le paludisme. Ce que nous essayons de faire avec les nanotechnologies, c'est d'éviter ce type de déception, d'éviter ce genre de conséquences sur l'environnement. Alors ici, nous testons le comportement des nanomatériaux dans des environnements très complexes. Ces grandes caisses de bois sont des mésocosmes, des écosystèmes miniatures qui contiennent de l'eau, de la terre, des plantes, des insectes et même des poissons. Les étudiants du professeur Wessner les arrosent de nanoparticules d'argent qui sont aujourd'hui utilisés comme antibactériens dans toutes sortes de produits. Lorsqu'on utilise ces produits, ces particules se retrouvent dans les eaux usées et au bout du compte dans une usine de retraitement. Cette usine va séparer d'un côté l'eau claire et de l'autre toutes les boues et résidus solides issus du processus de retraitement. Or, les boues des usines de retraitement sont couramment utilisées comme engrais pour l'agriculture. Une des choses que nous étudions ici, c'est ce qui se passe quand on les répand sur les terres. Combien de temps vont-elles rester? Où vont-elles aller? Sur quels organismes vont-elles avoir une action entre-temps? Chaque mois, les étudiants de Wessner viennent prélever un échantillon d'eau de ces mésocosmes pour voir comment se comportent les nanoparticules sur la durée. Les nanoparticules sont essentiellement constituées de surface. Lorsqu'elles mesurent quelque chose comme 5 nanomètres de diamètre, près de la moitié de leurs atomes sont en surface. La nature va agir sur ces surfaces, au moins autant que les chercheurs. On peut travailler autant qu'on veut ces surfaces, mais dès qu'elles seront libérées dans la nature va commencer à les modifier et nous pensons que ces modifications changent les propriétés mêmes des nanomatériaux. Les échantillons d'eau sont rapportés au laboratoire où le professeur Cole Matson analyse leur toxicité. L'ambition est de parvenir à comprendre ce qui se passe quand ces particules créées par l'homme se retrouvent dans la nature, comment elles réagissent, comment elles se déplacent, si elles finissent par disparaître ou par modifier leur environnement. Au cours des dernières années, on a fait de grands progrès dans la compréhension des effets des particules sur des espèces données, des poissons ou des invertébrés, etc. Et pour ce qui est de comprendre l'action qu'elles ont sur l'ensemble d'un écosystème ou toute la partie microbienne d'une chaîne alimentaire, nous n'en sommes qu'au début de ce type de recherche. Pourtant, pendant ce temps, la commercialisation de produits utilisant diverses nanoparticules se développe à un rythme soutenu. Normalement, aux États-Unis, on ne définit pas de règles pour les nouveaux matériaux avant qu'ils soient utilisés dans des produits mis sur le marché. Donc bien souvent, nous nous retrouvons à chercher à évaluer la nocivité pour l'homme ou pour l'environnement de produits qui sont déjà commercialisés. Donc on doit travailler dans l'urgence et soulever aussi vite que possible les bonnes questions. Le pire cauchemar pour tout le monde serait que dans 30 ans, on découvre qu'il y avait un problème grave que nous aurions dû détecter plus tôt dans le processus. Donc c'est vraiment une course. Mais avec des matériaux au comportement si radicalement nouveau, le handicap des chercheurs est sévère. Une des composantes de notre travail est d'essayer d'imaginer à quoi pourrait ressembler une particule qui serait dangereuse. Est-ce qu'elle serait bleue? Est-ce qu'elle serait allongée? Quelles pourraient être les caractéristiques d'un nanomatériau dangereux? On ne le sait toujours pas aujourd'hui. On ne sait pas quels nanomatériaux vont être inventés, on ne sait pas comment ils vont être utilisés, et on ne sait pas où on va les retrouver. Il y a un très grand nombre d'inconnus. En changeant l'échelle de notre intervention sur la matière, les nanotechnologies ont ouvert un champ gigantesque. Et les propriétés remarquables des nanoparticules n'en finissent pas d'émerveiller les chercheurs par la multiplicité de leurs applications potentielles.
Penser en termes de nanotechnologie est pour moi, comme j'imagine pour la plupart de mes collègues, un exercice de tous les instants. On ne peut pas les chasser de notre esprit. On pense en permanence aux applications potentielles des matériaux sur lesquels nous travaillons. Ou lorsqu'on voit un problème, on se demande comment les nanotechnologies pourraient régler ce problème. De quelles nouvelles propriétés on pourrait doter une particule afin qu'elle règle ce problème. Ces mêmes pouvoirs extraordinaires suscitent bien sûr des questions quant à l'impact négatif possible de ces particules. Mais les conséquences des erreurs du passé ont marqué la communauté scientifique au moins autant que les citoyens. Et les risques potentiels sont aujourd'hui questionnés très en amont de la recherche. C'est ce qui nous caractérise en tant qu'êtres humains, cet appétit d'avancer et d'innover. Mais nous savons aussi qu'il faut le faire de manière responsable. Avec une technologie aussi prometteuse, il ne s'agirait pas de léguer à nos petits-enfants de nouveaux problèmes qu'ils auraient à résoudre. Il faut qu'on soit plus malin que les gens du XXe siècle face aux problèmes environnementaux. Nous savons maintenant que pour chaque nouvelle technologie, chaque nouveau produit qui règle un problème, il y a la possibilité qu'il engendre d'autres problèmes si on n'a pas soigneusement envisagé toutes les conséquences. Mais les nanotechnologies sont une des premières technologies émergentes qui s'est confrontée aux questions environnementales et de santé longtemps avant d'être communément utilisée. Ça fait partie de la culture de notre communauté scientifique d'avoir une approche responsable dès les premiers stades de nos découvertes. Et cette façon de faire les choses et de se poser ces questions fait partie intégrante de ce que sont les nanotechnologies. Ce qui est sans doute vrai pour les chercheurs ne l'est peut-être pas autant pour tous les industriels. Mais est-il seulement imaginable de pouvoir garantir scientifiquement qu'il n'y aura jamais aucune conséquence négative à l'utilisation d'une technologie ? Il n'y a pas eu de nouveaux effets signalés sur l'environnement. Aucun impact n'a été observé. En fait, on n'a même pas vraiment détecté beaucoup de ces particules fabriquées par l'homme dans l'environnement. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas comme si nous avions montré qu'elles étaient dangereuses ou qu'elles comportaient des risques à long terme. On n'en sait juste rien. Je serais très surpris qu'aucune conséquence imprévue ne parvienne à passer au travers du crible de nos expériences. On ne peut pas tout anticiper, mais on peut réduire les incertitudes et limiter l'impact. Selon certains calculs récents, simplement pour faire passer les tests de sécurité aux nanoparticules déjà sur les marchés aux États-Unis, il faudrait entre 30 et 50 ans et près d'1 milliard de dollars. Il est difficile d'estimer combien de temps il va falloir pour savoir si les nanomatériaux peuvent ou non représenter un risque pour l'environnement ou la santé. Mais ça va prendre plusieurs dizaines d'années, c'est sûr. Plusieurs décennies pour avoir des réponses complètes, juste pour ceux qui sont déjà là aujourd'hui, et pouvoir baser nos décisions sur ces informations. La question est donc de savoir si nous sommes prêts à attendre tout ce temps avant de commencer à utiliser ces nouveaux pouvoirs. Aussi, au vu des enjeux, nous pouvons nous satisfaire de la conviction des chercheurs plutôt que de certitudes scientifiquement établies. Je fais partie des optimistes. Je pense que les nanotechnologies vont beaucoup plus contribuer à améliorer l'environnement qu'à l'endommager. Un grand nombre des questions posées par les nouvelles technologies ne sont pas des questions techniques de sécurité, ce sont des questions philosophiques. Quelles technologies voulons-nous? Sont-elles sûres? Doit-on consulter le public sur la direction à leur donner? Rendent-elles nos vies meilleures? Ont-elles des conséquences imprévues? Créent-elles de nouvelles inégalités? Nous acceptons ces technologies, nous achetons ces produits et nous continuons notre chemin. Ce que nous devrions sans doute faire, c'est prendre un peu plus le temps de la réflexion. Penser au monde dans lequel nous développons ces technologies et à la vie que nous construisons autour d'elles. Troisième volet de cette série sur les nanotechnologies la semaine prochaine. Mais vous pouvez d'ores et déjà creuser le sujet sur notre site arte.tv. Pour l'heure, place à la série Les gars et les filles, avec un épisode intitulé « Cet homme-là est un millefeuille ».